Faisons la revue pour l'unité de chimie en 9e année ici en Ontario avec le code SNC1W. Alors, le but ici, c'est de regarder les concepts en général pour vous préparer pour l'examen. S'il arrive qu'il y a certains concepts qui sont plus difficiles, c'est à vous à ce moment-là de voir ce que vous pouvez faire dans vos notes ou aller voir sur cette chaîne, j'ai d'autres vidéos pour vous aider. Mon nom est Alain Faber, j'enseigne les sciences depuis plus de 25 ans et j'espère que ceci va vous aider pour l'examen qui s'en vient. Pour nous, c'est la semaine prochaine et la semaine suivante pour nos élèves. Alors, voyons voir notre revue de chimie aujourd'hui. Donc, pour commencer, lorsqu'on est en 9e année, nous passons, voyons voir si on peut enlever ceci. Nous avons le fait que nous parlons en 9e année de substances pures. Donc, en 7e et 8e année, les élèves vont parler de viscosité, de caractéristiques de la matière. Ça veut dire qu'ils ont étudié le fait qu'en chimie, ou dans notre monde, il y a 3 états de la matière ici, liquide, solide et gazeux. Maintenant, on se concentre en 9e année avec les substances pures, et les substances pures peuvent être divisées en 2 sous-groupes, le premier étant les éléments, le deuxième étant les composés. Donc, voyons voir quelle est la différence entre les deux ici. Nous avons premièrement les éléments. Les éléments sont faits de seul type de matière. Ces matières, par exemple, peuvent être faites de fer, ça peut être l'oxygène, ça peut être l'or. Vous avez sûrement vu du fer dans votre environnement. Pour l'or, vous avez sûrement vu certaines fois des bijoux avec cette couleur jaune qui est caractéristique, malgré le fait que dans les bijoux, on les mélange avec d'autres choses, et de l'oxygène. Lorsqu'on a un élément, les éléments sont faits de petites particules et ces petites particules identiques qui font cet élément s'appellent des atomes. Donc, on va revenir sur les atomes tout à l'heure. Deuxième sous-groupe, nous avons les composés. Ici. Les composés ici, qu'est-ce que c'est? C'est une substance qui peut être solide, liquide ou gazeux, qui sont faits d'un regroupement d'éléments ensemble pour former quelque chose de plus gros. Donc, par exemple, nous avons le dioxyde de carbone ici, CO2. Nous avons le méthane, CH4. Lorsqu'on a le même groupe, une quantité similaire du même type de substance, qui est un composé, mais si on en veut seulement une de ces particules, on appelle ça des molécules. Lorsqu'on a un regroupement de molécules identiques de dioxyde de carbone, c'est un composé. Lorsqu'on a un regroupement d'atomes identiques, d'or par exemple, ça c'est un élément. Chose intéressante, je vais le montrer tout de suite lors de mon introduction. Nous avions ici le tableau périodique, on va en parler tout à l'heure. Le tableau périodique ici, on appelle ça le tableau périodique des éléments. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné que le fer ici est un élément, l'oxygène ici est un élément et l'or est aussi un élément. Donc les humains ont réussi à classifier les éléments pour pouvoir les organiser pour nous aider. Donc continuons un petit peu. Voyons voir. Voilà. Maintenant, lorsqu'on parle de substances pures, il y a certaines caractéristiques à considérer. Ça, c'est la suite de ce que vous avez fait l'année passée et voyons voir. Lorsqu'on parle de substances pures, que ce soit des substances pures ou des mélanges, il y a ce qu'on appelle des propriétés qui sont physiques spécifiques. De la même chose, si on parle d'éléments, les éléments, c'est un regroupement d'atomes similaires avec des caractéristiques similaires. Les molécules, ce sont des particules, par exemple du dioxyde de carbone, qui sont identiques, qui forment des composés qui ont des caractéristiques spécifiques. Alors, voyons voir. Ces atomes et molécules ici ont des propriétés physiques spécifiques. On peut les regrouper en 2 grandes catégories. La première, ce sont des propriétés physiques qualitatives. Les propriétés, c'est important. On a ici un adjectif. Voilà. Qualitative, on regarde ici, on a l'idée du mot qualité. Ça veut dire qu'on utilise nos sens pour observer notre environnement. Donc, par exemple, on peut utiliser le toucher. Est-ce qu'on a un objet qui est rugueux ou doux? Par exemple, si on prend certaines substances et on les met dans notre doigt, c'est très glissant. Il peut y avoir l'odeur, bien sûr. Il peut y avoir l'ouïe. Par exemple, lorsqu'on a des dioxydes de carbone qui quittent des boissons gazeuses, on peut entendre le pétillement. Ça peut être les couleurs que l'on peut voir avec les yeux, bien sûr. En laboratoire, on ne veut pas utiliser le goût
parce que ça peut être dangereux pour notre santé. Le deuxième type de groupement de propriétés physiques, ce sont des propriétés qui sont quantitatives. On peut voir ici, il y a ce début de mot qui veut dire quantité. Alors, lorsqu'on parle de quantité, c'est qu'on a des propriétés physiques qui peuvent être mesurables de façon à ce qu'on puisse avoir des unités spécifiques. Ici, j'ai un exemple, la masse volumique. La masse volumique se mesure en grammes par centimètre cube ou en tonnes par mètre cube. On peut les mesurer avec des unités. Un autre exemple de propriété physique quantitative, ça peut être la longueur en centimètres ou en mètres ou en kilomètres. Ça peut être la masse avec des grammes, des kilogrammes, la température avec des degrés Celsius ou des degrés Kelvin. Ça peut être aussi, voyons voir, la dureté. Alors, il y a des jeux de mots, bien sûr, pour les éléments et les substances naturelles. Qu'est-ce qu'il y a aussi d'autres qui peuvent être intéressants? La conductivité, bien sûr, la conductivité des métaux. Ça, c'est une façon de voir la pureté de l'or, par exemple, lorsqu'on a des bijoux. Chose intéressante. Alors ça, ce sont des propriétés physiques quantitatives. Un autre type de propriété qui est important, qui est spécifique aux atomes ou qui sont semblables, qui font des éléments, et les molécules semblables, qui sont des composés, ce sont des propriétés qu'on appelle chimiques. Les propriétés chimiques, on peut les regrouper en quelques groupes. On peut avoir la combustion. La combustion, c'est par exemple lorsqu'on va faire un feu de camp, lorsqu'on va faire du camping et on a le bois qui va brûler. La combustion peut être aussi les combustibles fossiles qu'on utilise dans nos voitures, par exemple, où on a le charbon pour faire l'électricité dans certains endroits. Combustion, on a une matière qui, en contact avec l'oxygène et un petit peu d'énergie, va créer beaucoup plus d'énergie. Un autre, c'est la réactivité. La réactivité ici, ça veut dire, par exemple, la réactivité avec de l'eau. Il y a certaines substances qui, lorsqu'on les met dans l'eau, donc en laboratoire, on utilise souvent les Alka-Seltzer, qui permettent pour aider pour les maux d'estomac, par exemple. Lorsqu'on met certaines substances dans l'eau, il y a des réactions. Il y a aussi les métaux alcalins, par exemple. Il y a l'oxygène, il y a certaines matières comme le fer qui vont rouiller lorsqu'il y a à l'air et il y a un peu d'humidité. Il y a certaines réactions à l'acide qui existent aussi. Une autre chose intéressante, c'est la toxicité. N'oubliez pas, il y a certaines substances qui, lorsqu'on les ingère, ça peut être toxique pour nous. Mais de la même façon, lorsqu'on parle de l'environnement, il y a de la toxicité si on met trop de molécules, trop de produits chimiques, trop de fertilisants dans notre environnement. Le fait de pouvoir mettre trop d'éléments, trop de composés qui sont soit synthétiques ou faits par les humains, avoir une concentration trop grande de ces produits dans l'environnement, ça peut causer des difficultés. Et bien sûr, puisqu'on a une population qui grandit, on a de plus en plus de production industrielle pour faire les biens ici de notre société. Et ça affecte bien sûr les ressources et les écosystèmes. Donc ça ici, ce sont des propriétés qui se rapportent aux atomes qui, lorsque semblables, forment des éléments et des molécules qui, lorsque en groupe semblables, forment des composés. Donc ça, c'est la première partie que je vais mentionner aujourd'hui. Cette année, nous avons passé du temps à mieux définir qu'est-ce que c'est un atome, ces particules qui sont spécifiques, qui nous permettent de caractériser notre environnement. Alors, un atome, lorsqu'il y en a plusieurs ensemble, forme un élément. Donc ici, si on regarde ici, nous avons le tableau périodique. Et si on regarde un exemple, moi, je vais regarder le lithium. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce métal qu'on appelle lithium. On les utilise dans certaines piles pour faire fonctionner nos appareils électroniques. Donc, le lithium est un élément qui est fait de particules identiques. Maintenant, avec l'exploration scientifique, avec les avancées technologiques, avec la pensée humaine, bien sûr, on a essayé de définir quelle était la structure de l'atome. Donc, le tableau périodique, ce qui est intéressant, c'est que ça résume beaucoup d'informations qui peuvent nous aider. Maintenant, nous avons dans la matière une structure qui est intéressante. Il y a dans le centre qu'on appelle le noyau, comme ceci. Dans le noyau, nous avons des protons
qui sont des sous-particules qui sont positives. Nous avons aussi, est-ce qu'on peut voir ça? Tiens, je devrais vous montrer ça, ça serait peut-être une bonne idée, hein? Voilà. Donc, on a ici des noyaux où c'est le centre de la particule, et ça, c'est où se trouvent les électrons qui sont autour. Dans le centre, on a la masse, qui est la majorité de la masse d'un atome. Dans celui-ci, dans le noyau, il y a les protons, qui sont des sous-particules positives, et on a des neutrons, qui sont des sous-particules qui ont une charge neutre de 0. Maintenant, si vous avez oublié qu'est-ce que c'est un proton et un neutron, prenez la chance de réviser vos notes, c'est important. On a aussi, alors ça ici, c'était l'évolution du modèle atomique. Celui-ci, c'est la structure de Bohr et Rutherford, deux scientifiques dans les années 1900. Alors, dans le noyau, il y a des protons, comme ceci, et des neutrons. La masse de ceux-ci sont plus ou moins les mêmes. Maintenant, comment savons-nous combien de protons et de neutrons est-ce que nous avons? On a besoin du tableau périodique. Donc, si on regarde le tableau périodique ici, pour le lithium, on peut voir qu'ici, il y a un petit 3 et il y a un autre nombre qui est 6,9. Je vais l'arrondir à 7. Alors, voyons voir. Nous avons ici le 3. J'ai mon symbole chimique qui est le Li pour lithium. J'ai ici le grand 7. Maintenant, ces informations sont très utiles. Le nombre qui est ici en haut, on appelle ça le numéro atomique. Donc ici, on a 3 qui est le numéro atomique. On a 7 ici qui est la masse atomique. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si nous avons un atome comme ceci, et dans le noyau, je veux savoir le nombre de protons, je vais regarder, le numéro atomique nous donne le nombre de protons qu'il y a dans le noyau. Donc ici, nous avons 3 protons. Maintenant, autre chose, j'aimerais savoir combien de neutrons il y a. Le nombre de neutrons dépend de la masse atomique. La masse atomique ici, c'est la masse relative du nombre de protons et de neutrons qu'il y a dans le noyau. Donc, si j'ai une masse relative ici de 7, et je fais 7 moins 3, donc je fais la masse atomique moins le numéro atomique, je vais obtenir un 4 comme ceci. Ça veut dire que dans le noyau, j'ai 4 neutrons ici. Maintenant, ça nous permet d'avoir la base du noyau de notre particule. Deuxième chose importante, nous allons mettre ici les électrons qui gravitent autour de notre noyau. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour le premier niveau d'énergie, il y a seulement 2 électrons qui vont y résider. Et puis, puisqu'on a 3 protons, chose intéressante, c'est que le nombre de protons égale le nombre d'électrons, parce que les atomes veulent rester neutres. Ça veut dire que si j'ai 3 protons ici, j'aurai aussi 3 électrons. Donc, les électrons, chose intéressante, électrons, ce sont des petites particules qui sont beaucoup plus petites que les protons et neutrons, sont à peu près 2000 fois plus petites, bougent très, très rapidement, qui gravitent autour du noyau, parce que n'oubliez pas que si on a des protons positifs, ceux-ci vont attirer les électrons négatifs comme cela. Mais puisque les électrons vont à une vitesse très, très grande approchant la vitesse de la lumière, ceux-ci veulent aller tout droit, mais sont attirés par les noyaux. Veulent aller plus droit, mais veulent être attirés par le noyau. Donc, ils sont un peu comme en orbite autour de ceux-ci. Chose intéressante, vous allez me dire, pourquoi il y a seulement 2 électrons ici? N'oubliez pas qu'on est près du noyau, mais puisque les 2 électrons sont négatifs, ceux-ci se repoussent l'un et l'autre. Ça veut dire que puisqu'il y a peu de place près du noyau, relativement près du noyau, nous avons seulement 2 électrons ici et on se retrouve avec des électrons sur le niveau suivant. Donc ça ici, c'est un exemple qu'on appelle du diagramme de Bohr-Rutherford. Donc, diagramme, souvent on va dire BR comme ceci, ou c'est Bohr-Rutherford, comme ceci. Maintenant, ceci est intéressant parce que les diagrammes de Bohr-Rutherford nous donnent des informations rapidement sur le nombre de protons, nous donnent aussi des informations sur le nombre d'électrons,
et comment est-ce un peu la configuration. Combien d'électrons sont sur quel niveau? Et ça, c'est important parce que ce sont les électrons qui vont faire qu'un atome comme celui-ci, donc on a ici des atomes qui sont des éléments, vont finir par s'agencer avec d'autres atomes qui peuvent être différents de façon à ce qu'on crée de nouvelles molécules ou de nouveaux composés. Donc, dans quelques instants, nous allons faire quelques diagrammes de Barrett-Rutherford supplémentaires pour bien comprendre un peu ce qui se passe ici. Alors ici, ce qui est important de savoir, c'est que le nombre de protons, c'est le numéro atomique. Le nombre de neutrons ici, c'est la masse atomique moins le numéro atomique, qui nous donne 4 ici, et le nombre de protons égale toujours le nombre d'électrons. Maintenant, ceci va varier dans un instant, et je vais expliquer pourquoi c'est comme cela. Mais avant de continuer sur les molécules avec les diagrammes de Barrett-Rutherford, retournons à notre tableau périodique. Donc, si on est à notre tableau périodique, nous avons ici le lithium qui a un numéro atomique de 3. Mais regardez ces numéros atomiques. Le premier élément a un numéro atomique de 1. De hélium, deuxième élément, numéro atomique de 2. Le lithium, comme on a dit, 3. Comme numéro atomique, beryllium 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le tableau périodique est organisé, premièrement, en ordre numérique. Et ce numéro atomique, c'est l'identité de l'élément, l'identité des atomes. Donc ici, si on a une particule qui a un proton, numéro atomique de 1, c'est ici. Si je prends par exemple le titane qui est ici, titane a un numéro atomique de 22, ça veut dire qu'il y a 22 protons dans le noyau. Tout à l'heure, on parlait de l'or. L'or, qui est un métal qui est très pesant, qui a une grande masse volumique, a ici un numéro atomique de 79. Ça veut dire qu'il y a 79 protons dans le noyau. S'il y a 79 protons, ça veut dire qu'il y a aussi 79 électrons. Maintenant, le deuxième nombre qui est à considérer, voyons voir si je n'avais pas une... Ça, c'est pas mal. C'est un beau tableau périodique, tout de même. Si on regarde la masse atomique ici pour l'hélium, j'aimerais le mettre plus grand, j'ai de la difficulté. On a 1,0079. Ça veut dire que l'hydrogène, en général, a un proton et il n'y a pas de neutrons à l'intérieur, comme parce que 1 moins 1 donne 0. Mais il y a ici 1,0079. Donc, il y a quelques atomes qui ont quelquefois un neutron dans le noyau. Alors, un neutron supplémentaire dans le noyau, si on regarde ici, les neutrons peuvent affecter la masse d'un atome. Donc ici, on peut avoir différents éléments qui ont toujours le même nombre de protons, parce que c'est l'identité, mais peuvent avoir un nombre de neutrons qui varie. Lorsqu'on a une différence de neutrons ici, ça veut dire qu'on a ce qu'on appelle des isotopes. Un exemple de cela, c'est par exemple le carbone. Donc le carbone ici a un numéro atomique de 6 et une masse atomique de 12,011. Maintenant, le carbone 12, c'est celui qui est le plus abondant sur notre planète ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est si je veux savoir le nombre de protons, 12 moins 6, ça fait 6 protons. Mais ce qui est intéressant, 6 protons et 6 neutrons, voilà. Mais il arrive quelquefois qu'il y a du carbone 14. Ça veut dire que s'il y a une masse atomique de 14, 14 moins 6 fait 8 neutrons. Donc, la majorité des atomes de carbone ont 6 neutrons, mais il arrive qu'il y en a quelques-uns qui n'ont 14. Et ça, c'est intéressant parce que le carbone 14 est instable. C'est un isotope qui se désintègre avec le temps. Et on utilise le carbone 14 pour dater certaines choses. Donc, par exemple, si on va dans le nord ici du Canada, quelquefois, on va trouver des vestiges, un mammouth qui est gelé, qui a été ensevelé et gelé dans la glace d'un glacier. Celui-ci va à la surface. On peut dater l'âge que le mammouth s'est retrouvé dans la glace pour mourir. Et ça devient intéressant. Très bien. Donc, ça ici, je pense que ça, c'est bon. Très bien. Et autre chose intéressante, si vous regardez les nombres, si on a le carbone ici avec un numéro atomique de 6
et une masse atomique de 12. L'azote ici a un numéro atomique de 7 et 14 comme masse atomique. Et si on regarde ici voyons voir, le barium, nous avons 56 comme numéro atomique, qui veut dire qu'on a 56 protons, mais la masse atomique ici est de 137. Ça veut dire ici qu'on a 72, après 72 neutrons. Donc, on peut voir que la masse atomique est toujours plus grande que le numéro atomique. Et la raison pour cela, c'est que ça contient le nombre de protons et bien sûr, il y a un nombre ajouté de neutrons. Donc ça, c'est intéressant. Alors, retournons dans notre discussion ici sur cela. S'il arrive que vous avez des questions de clarification jusqu'à maintenant, mettez-les dans la section clavardage. Je serai ici pour vous aider. Alors, continuons. Donc, prenons un instant pour avancer un peu nos connaissances sur les atomes ainsi que les diagrammes de Bohr-Rutherford. Premièrement, on a travaillé sur le lithium qui était ici il y a un instant. Nous allons regarder maintenant le sodium et le chlore qui sont deux autres éléments. On a ici le sodium qui a un numéro atomique de 11 et une masse atomique de 23, et le chlore qui a un numéro atomique de 17 et une masse atomique de 35 ici. Je l'ai arrondi pour l'exemple. Ici, la masse atomique, c'est 35,5. Donc ici, je parlais de isotopes tout à l'heure. Donc il y a des chlores qui ont 35 comme masse atomique. Il y a aussi 36, 37 et il y a d'autres masses atomiques. Moi, j'ai ici arrondi à 35. Ce sera fantastique. Donc, voyons voir les informations que nous avons pour faire les diagrammes de Bohr-Rutherford. Premièrement, le sodium ici a un numéro atomique de 11. Ça veut dire qu'il y a 11 protons. Est-ce qu'on peut bien voir ça? Je vais mettre ça un petit peu plus haut. Voilà. S'il y a 11 protons, il y a aussi 11 électrons parce que 11 positifs et 11 négatifs vont s'annuler. Donc, on a une particule neutre. Nous avons aussi une masse atomique de 23. 23 moins le numéro atomique nous donne 12, qui nous donne le nombre de neutrons. Nous avons ici le chlore. Le chlore ici a un numéro atomique de 17, ça veut dire qu'il y a 17 protons, qui nous donne aussi 17 électrons comme ceci. Et pour le nombre de neutrons, c'est la masse atomique moins le numéro atomique qui nous donne ici 18 neutrons. Donc, faisons les diagrammes de Bohr-Rutherford ici. Donc, voyons voir, est-ce que j'avais un marqueur noir? J'en ai pas, donc c'est intéressant. Peut-être qu'on peut les mettre, tiens, je vais faire rouge et mauve. Si on prend le sodium, on a ici, premièrement, il faut faire le noyau. On a ici notre noyau avec ici 11 protons. Nous avons aussi 12 neutrons. Nous avons trouvé ces informations tout à l'heure avec nos calculs et l'observation des données qui vient du tableau périodique. Nous avons ici 11 protons. Ça veut dire qu'on a aussi 11 électrons à mettre un peu partout. Donc, nous avons ici maximum de 2 électrons sur le premier niveau. Mais puisqu'on doit en mettre 11, il y en a 2, il en reste 10 à mettre. Il y a alors 2 moins 11, 11 moins 2, donc il y a 9 électrons à mettre. Nous allons ici, ceci. Chose intéressante, sur le deuxième niveau d'énergie ici, il y a un maximum de 8 qui peut y arriver selon les diagrammes de Bohr-Rutherford ici. Il y en a 2 sur le premier niveau, 8 sur le suivant. Ça veut dire qu'on a 2 plus 8 fait 10, mais puisqu'on a 11 électrons, il faut s'assurer qu'on a un autre niveau d'énergie ici. Et on a un électron qui se trouve seul sur le dernier niveau d'énergie ici. Donc ça, c'est le diagramme de Bohr-Rutherford du sodium. Faisons la même chose pour le chlore. Pour le chlore, nous avons un noyau. Oups. Nous avons ici un noyau avec 17 protons. Nous avons fait nos calculs avec 18 neutrons ici. Puisque nous avons 17 protons, nous avons aussi 17 électrons. Il y a 2 électrons qui vont sur le premier niveau. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y en a 8 sur le deuxième niveau. Mais j'ai un total de 10 ici. Mais puisque j'en ai 17, je dois avoir un autre niveau d'énergie. Et on en a 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7, comme ceci. Voilà. Très bien. Donc, vous allez me dire que pourquoi est-ce que cet atome ici de chlore n'est pas beaucoup plus grand que le sodium? Ici, une petite difficulté avec l'échelle. Un atome de chlore sera beaucoup plus petit qu'un atome de sodium. Et la raison pour cela, c'est qu'ici, on a un électron sur une couche, un niveau d'énergie, donc une couche ici plus grande à l'extérieur. Tandis qu'ici, on a encore le troisième niveau, mais il y a tellement plus de protons dans le centre qu'on a ici un atome qui devient de plus en plus petit. Donc ça, c'est quelque chose à considérer. Maintenant, ici, la prochaine chose à faire, c'est qu'une fois qu'on a nos diagrammes de Bohr-Rutherford, ceci nous permet de bien comprendre comment les molécules sont formées. Donc ici, on va regarder comment est-ce que le sodium et le chlore vont finir par aller ensemble. Alors, oups, mettons les mêmes couleurs. Nous avons le sodium et le chlore qui vont former le chlorure de sodium, qui est un composé que vous connaissez. On a du sel dans la cuisine pour assaisonner les mets. Donc, comment est-ce que les deux ici, un métal qui est le sodium, un gaz qui est le chlore, alors le métal gris, le chlore qui est un petit, c'est un peu jaunâtre comme gaz, se retrouve à faire du sel qui est blanc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Donc ici, il faut garder en tête que nous avons des atomes qui veulent deux choses dans la vie. Il y a deux grandes priorités. Voilà. La première priorité, c'est que le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Nous avons fait ça déjà. C'est ce qui nous permet de faire les diagrammes de Bohr-Rutherford. Mais l'autre aspect, l'autre but aussi, c'est que le dernier niveau d'énergie est plein. Donc ça ici, qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend le sodium qui est ici, on peut voir qu'il y a 2 électrons sur le premier niveau, 8 sur le deuxième, il y en a 1 sur le dernier. Mais ici, il y a quelque chose d'intéressant. Si moi, je veux compléter le dernier niveau, ça veut dire que j'ai besoin d'ajouter 7 électrons pour compléter le dernier niveau d'énergie. Ça, c'est une option. Ou l'autre option pourrait être que cet électron ici, s'il quittait, on enlevait celui-ci, on se retrouve à ce moment-là, donc si on enlève cet électron, on se retrouve avec un dernier niveau d'énergie qui est plein, et ça, c'est fantastique. C'est exactement ce que l'on cherche. Alors ici, c'est la première chose que le sodium va faire. Mais n'oubliez pas qu'aussitôt qu'il y a un électron qui est parti, le deuxième ici, deuxième condition, elle est faite. Le sodium ici dit, oui, mais moi, je veux le même nombre de protons que d'électrons. Ça veut dire que le sodium va rechercher dans son environnement un électron pour qu'il puisse compléter ici la première condition. Mais aussitôt que ça s'est fait, on va à la deuxième. Donc, on a ici le sodium qui va donner un électron et quelquefois va vouloir le reprendre, et on se retrouve avec un aller-retour ici entre ces deux conditions. Ça, c'est un aspect important de l'atome. Ici, qu'est-ce qui se passe avec le chlore ici? Nous avons ici 7 électrons sur le dernier niveau, mais il peut y avoir jusqu'à 8 électrons. Donc, si on prend les mêmes conditions, un atome veut avoir le même nombre de protons que d'électrons. Ici, on a 17 protons, 17 électrons, mais puisqu'on veut le dernier niveau d'énergie plein, celui-ci aimerait avoir un électron de plus. S'il pouvait en avoir un de plus, le dernier niveau d'énergie serait plein. Donc ici, on peut soit ajouter un électron, ou on peut se débarrasser de 7 électrons autour pour avoir un niveau plein dans le centre. Ce qui est plus facile, c'est d'avoir un électron de plus. Comme ça, on se retrouve avec la deuxième condition qui est faite, mais on a un électron de plus. Donc, s'il arrive qu'il y a un atome qui est autour qui aimerait avoir son électron, l'électron peut repartir si nécessaire. Mais regardons ici quelque chose qui est intéressant, c'est que si on a le sodium qui est prêt à donner un électron et le chlore qui est prêt à recevoir un électron, conséquence, c'est que le sodium et le chlore sont
sont compatibles entre les deux pour faire une nouvelle matière. Et c'est ça qu'on a ici. On a ici le sodium qui va donner un électron. Donc, on a ici 11 protons et 10 électrons. Donc, on a donné un électron. Ça veut dire que le total de ceci nous donne un atome de sodium qui devient maintenant chargé positivement. Nous avons ici le chlore qui, lorsqu'il reçoit un électron, 17 protons et maintenant il y a 18 électrons. Ça veut dire qu'il y a un électron de plus et deviendra négatif. Donc on a ici un chlore qui devient négatif. Ceux-ci s'agencent ensemble pour former le sel. Maintenant, cet aspect ici est important parce que si on a un atome qui est maintenant chargé positivement, on appelle ça un ion positif. Si on a un atome de chlore qui est maintenant une charge négative, on appelle ceci un ion négatif, comme cela. Ça veut dire que lorsqu'on a deux ions qui viennent ensemble pour faire un composé à partir d'ions, on appelle ça un composé ionique. Donc, composé ionique. Pourquoi ionique? Parce qu'ils sont faits d'ions. Comment est-ce qu'on appelle cette affinité entre ces deux atomes? On appelle ça une liaison ionique. Liaison ionique. Pourquoi ionique? Il y a le mot ion parce que ce composé vient d'ion. Donc, une liaison, c'est cette relation entre deux ions. Et ça nous avance énormément dans la matière parce que maintenant, on se retrouve avec des éléments qui sont faits d'atomes spécifiques qui maintenant peuvent s'agencer avec d'autres atomes pour former des composés. Et là, on se retrouve avec une nouvelle façon de faire des choses. Maintenant, regardons un peu le tableau périodique pour nous aider un peu. Premièrement, si vous oubliez combien d'électrons est-ce qu'il y a sur chacun des niveaux, regardez ici. Si on regarde sur la première période de notre tableau ici, on remarque qu'il y a seulement deux cases, seulement deux éléments. Ça nous rappelle qu'il y a deux électrons sur le premier niveau. Si on regarde la deuxième période, avec le lithium, beryllium, bore, carbone, azote, oxygène, fluor et néon, on peut voir ici qu'il y a 8 éléments qui sont organisés ici. Ça veut dire qu'on se retrouve avec 8 électrons qui se retrouvent sur le deuxième niveau, ici sur la deuxième période. La troisième période, on peut remarquer qu'il y a aussi 8 éléments sur le tableau périodique. Donc, la troisième période, maximum de 8, ça veut dire que si on a plus que 18 électrons, on se retrouve avec un quatrième niveau d'énergie parce qu'on est à la quatrième période. Donc ici, on va regarder un peu de vocabulaire intéressant. Chaque rangée ici d'un tableau périodique, on appelle ça des périodes. Donc ici, on peut voir, il y a la première période, deuxième, troisième, jusqu'à la 7e période ici. Très bien, ça c'est la première chose. Deuxièmement, il y a aussi ce qu'on appelle des groupes d'éléments ou des familles d'éléments. Donc ça ici, ce sont des regroupements verticaux. Donc ici, on a ce qu'on appelle les métaux alcalins. Ça, c'est la revue, bien sûr. Les métaux alcalino-terreux. Ici, complètement à droite, nous avons ici les gaz rares. On peut appeler aussi ceux-ci des gaz inertes ou des gaz nobles. Ce sont 3 façons de les nommer. Et ici, on a la famille ici qui est en jaune, qui sont les halogènes. Donc, les halogènes, ce sont des choses c'est un groupe d'éléments qui sont intéressants. Pourquoi est-ce que ceux-ci sont agencés comme cela? Tout à l'heure, on a vu que le lithium, donc si on regarde mes 2 dessins, le lithium ici, avec 3 électrons, se retrouve avec un électron à l'extérieur. Donc, si on prend cette idée qu'on veut le dernier niveau d'énergie plein, on enlève cet électron. Donc, le lithium a une charge de positif 1 comme ion. De la même façon que ici, le sodium a une charge de positif 1. En ce qui concerne le chlore va recevoir un électron. Ça veut dire qu'il aura une charge de négatif 1. Voilà. Ça veut dire que si on regarde notre tableau périodique tout à l'heure,
Donc, j'ai montré il y a un instant que le lithium devient un atome de charge 1+. Ici, le sodium, positif aussi, mais seulement 1. Alors, tous les éléments de la famille ici des métaux alcalins ont tous, lorsque ce sont des ions, des charges positives 1. Nous avons ici la deuxième rangée. La deuxième rangée, chose intéressante, c'est qu'il y a 2 électrons sur le dernier niveau, donc 2 électrons quittent. Tous les métaux alcalino-terreux auront des charges de 2+ lorsqu'ils seront des ions. Pour ici, les halogènes, on a vu que le chlore a une charge de 1 négatif, mais le fluor, 1 négatif, brome et iode ont aussi un négatif. Donc, la charge des ions de la même famille ont des propriétés similaires, soit qu'ils veulent un électron ou 2, ou soit qu'ils sont prêts à en laisser 1 ou 2. Ça, c'est intéressant. Et lorsqu'on prend ici les gaz rares ici, chose intéressante, les gaz rares, c'est qu'il y a juste assez d'électrons pour compléter le dernier niveau d'énergie. Ça veut dire que si on regarde ici, pour les gaz nobles et les gaz rares, lorsqu'on a le même nombre de protons et d'électrons, en même temps, il y a le dernier niveau d'énergie qui est plein. Donc ça veut dire qu'on a des atomes qui ne réagissent pas beaucoup avec leur environnement parce qu'ils n'ont pas vraiment besoin d'électrons supplémentaires ou ils n'ont pas vraiment d'électrons qui sont disponibles à être donnés à d'autres. Donc ça, c'est intéressant. Et chose à regarder aussi, c'est que si on regarde le sodium et le potassium, le fer, on a l'or, ce sont des métaux. Donc, si on ne s'occupe pas de l'hydrogène ici, tous les éléments qui se retrouvent à gauche ici du tableau périodique, ce sont tous des métaux. On a le titane ici, le chrome, on sait que le nickel est un métal. Donc, ce sont des métaux. Et chose intéressante, tous les métaux peuvent donner des électrons parce qu'il y a des électrons disponibles à donner. Par exemple, si on a ici le fluor et le chlore, les atomes qui sont ici à droite, on les appelle les non-métaux. Pourquoi les non-métaux? C'est que ceux-ci veulent tous recevoir des électrons, donc ils ont tous des propriétés semblables qui sont complètement opposées aux métaux. Les métaux sont prêts à donner des électrons, tandis que les non-métaux veulent seulement en avoir. Et entre les deux ici, on a un petit groupe qui sont en vert verdâtre ou vert kaki ici. Ce sont des éléments qu'on appelle des métalloïdes. Pourquoi les métalloïdes? Ce sont des éléments ici qui agissent soit comme des métaux ou des non-métaux dépendant de l'environnement. Donc, si on a des métalloïdes qui sont en contact avec l'oxygène, les métalloïdes agissent comme des métaux parce qu'on est plus à gauche. Si par exemple, on a des métalloïdes qui sont en présence de métaux, ceux-ci auront tendance à agir un petit peu plus comme des non-métaux parce qu'ils se retrouvent plus à droite. Donc ça, ce sont des concepts qui peuvent être utiles. Et voilà. Il reste vraiment un autre... Alors, c'est ça. Chose intéressante avec les composés ioniques, puisqu'il y a ici des charges, ceux-ci se dissolvent facilement dans l'eau. Ça veut dire que l'eau, qui est notre solvant universel, va facilement dissoudre le sel, ça vous l'avez vu, et ça permet de pouvoir avoir des ions qui se promènent et s'agencer avec d'autres ions qui sont présents dans la solution. Donc, ça, c'est une des propriétés. Deuxièmement, si on dissout des ions ici avec des charges, ça veut dire qu'un liquide avec des composés ioniques qui se dissolvent ont tendance à conduire l'électricité parce que les électrons peuvent voyager dans le solvant et ça, c'est une chose à considérer. L'autre chose, c'est que puisque nous avons ici des électrons qui se promènent d'un élément à l'autre ou d'un atome à l'autre, une des conséquences, c'est que le sodium, lorsqu'il donne son électron, ne veut pas que l'électron aille trop loin parce que le sodium ici aimerait avoir un électron de temps en temps. Ça veut dire qu'à l'état solide, ceux-ci ont tendance souvent à être des solides et des solides qui sont très durs parce que les atomes ont besoin de l'un et l'autre pour satisfaire ces deux équations, ces deux conditions ici. Donc ça fait partie des caractéristiques. Si on prend des exemples, on a souvent, voyons voir,
L'hiver ici au Canada, nous mettons du sel sur les routes pour les déglacer. Lorsqu'on met du sel sur les routes, c'est fantastique, ça baisse la température de fusion. La difficulté avec cela, c'est que on se retrouve avec du sel qui se retrouve dans l'environnement. Donc, lorsqu'on se retrouve au printemps et que l'environnement est nettoyé avec la fonte des neiges et les pluies, on se retrouve avec une grande quantité de sel dans les écosystèmes. Donc, ici au Canada, on a souvent des groupes d'individus, des villes qui sont plus au nord du Canada, où il y a moins d'infrastructures, parce qu'au lieu d'avoir des millions de personnes, comme à Toronto, on a des petits villages beaucoup plus petits ou des réserves, bien sûr, autochtones. Ça veut dire que les écosystèmes sont beaucoup moins affectés dans le nord de l'Ontario, par exemple, que le sud de l'Ontario, où il y a une grande quantité de personnes. Et donc, ça, c'est à considérer. Une autre chose à considérer, les composés ioniques ici, un autre exemple, c'est les fertilisants. Les fertilisants qu'on utilise en agriculture se dissolvent dans l'eau parce que ce sont des composés qui sont ioniques. Ça veut dire que lorsqu'on a de l'agriculture, on met des fertilisants. Lorsqu'il y a de la pluie, on met trop de fertilisants. Ceux-ci se retrouvent dans les écosystèmes et là aussi affectent les environnements. Et ça, ce n'est pas évident. Lorsqu'on va plus au nord, que ce soit dans les petites villes ou au nord de l'Ontario, il y a moins de fermes où il y a des, comment je pourrais dire ça, des réserves autochtones où, en ce qui concerne l'agriculture, c'est beaucoup moins grande échelle qu'ici au sud. Les écosystèmes sont moins affectés. C'est pour ça, quelquefois, que si on a des groupes autochtones, par exemple, au nord de l'Ontario, c'est très difficile d'avoir une communication où les personnes se comprennent parce que les environnements sont différents, les écosystèmes sont différents, les comportements sont différents. Et ce qui est important, c'est de s'asseoir et discuter pour apprendre l'un et l'autre. Et ça, c'est quelque chose que quelquefois, on ne fait pas assez souvent. Donc, on vient de parler de composés ioniques. Dans un instant, on parle des derniers composés que je veux mentionner aujourd'hui, qu'on appelle les composés moléculaires. Je fais un dessin ici, on en parle dans un instant. Alors, prenons un instant pour regarder un autre type de relation qu'il y a entre des atomes. Donc ici, on va regarder comment est-ce que le dioxyde de carbone finit par créer cette nouvelle, comment ceux-ci finissent par exister comme molécules stables. Donc, premièrement, on a le carbone. Le carbone ici a un numéro atomique de 6 et une masse atomique de 12. Donc, 6 numéros atomiques de 6, 6 protons et 6 électrons. Pour savoir le nombre de neutrons, on fait la masse atomique 12 moins 6, qui nous donne 6 neutrons. Ici, on a l'oxygène, parce que dans un dioxyde de carbone, il y a l'oxygène, il y a un numéro atomique de 8 et une masse atomique de 16. Ici, il y a un numéro atomique de 8. On a donc 8 protons qui égale à 8 électrons. Et pour savoir le nombre de protons, on fait la masse atomique moins le numéro atomique qui nous donne 8. Gardez en tête que le nombre de neutrons n'est pas toujours égal au nombre de protons, ça dépend de l'élément que nous avons. Maintenant, une fois qu'on a ceci, voyons voir si nous pouvons créer les diagrammes de Bohr-Rutherford. Pour le calcium ici, voilà, j'ai mes 6 protons, 6 neutrons, et donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6 électrons ici, avec 2 électrons sur le premier niveau et 4 sur le dernier. En ce qui concerne l'oxygène, j'en ai 2 ici, identiques. On a 8 protons et 8 neutrons, et puisqu'il y a 8 protons, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 électrons qui sont autour. Donc, on a ici des atomes qui fonctionnent bien. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y a 2 conditions que les atomes veulent avoir. On a premièrement le nombre de protons égale le nombre d'électrons. Donc, jusqu'ici, ça va bien. La deuxième situation, c'est le dernier niveau énergie plein. Sur le dernier niveau d'énergie plein. Comme ceci. Maintenant, si on regarde pour l'oxygène ici, l'oxygène aimerait en avoir 2 de plus à l'extérieur. Donc, l'oxygène ici veut avoir des électrons. Ils aimeraient en avoir 2 supplémentaires. Ça veut dire que l'oxygène ici finit souvent par être des ions 2 négatifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive. Si on regarde le carbone ici, ça ici, c'est intéressant. Parce que vu qu'on a 4 électrons sur le dernier niveau,
Le carbone pourrait donner 4 électrons. À ce moment-là, on a ici 6 protons ou 2 électrons. Mais ça ici, il y a tellement de charges positives que le carbone ne voudra jamais les laisser aller. Ça veut dire que le carbone, lui, aimerait avoir des électrons aussi. Donc ici, on se retrouve avec des éléments. Il n'y a pas d'élément qui veut donner des électrons, il n'y a pas des éléments qui veulent recevoir des électrons. À ce moment-là, ici, il y a une nouvelle chose qui doit y arriver. On appelle ça le partage. Donc ici, le partage d'électrons. C'est comme un peu si vous avez plusieurs cousins et cousines, une famille qui est plus grande, ou même si vous êtes à l'école et que vous jouez au rugby, par exemple. Si vous jouez au rugby ou au soccer, il y a seulement un ballon. Ça veut dire que tout le monde veut avoir le ballon et tout le monde veut jouer avec. Et c'est pour ça qu'il y a des règles dans les sports professionnels. Qu'on peut prendre le soccer ou le foot, que ce soit le rugby, le baseball ou le ballon volant. Ça veut dire qu'il faut partager les électrons. Ça veut dire qu'il faut arranger les électrons pour que ça fonctionne. Alors ici, le but, c'est qu'ils vont partager leurs électrons. Voyons voir. Ici, ce qui va arriver, c'est que nous avons ici notre oxygène, et ce que l'oxygène va faire, il va dire, moi, je suis prêt à partager 2 électrons avec le calcium, avec le carbone ici. Mais le carbone dit, OK, si tu partages 2 électrons, moi, je vais faire la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est qu'il y a un des électrons ici que je peux mettre là. Ça veut dire que si cet oxygène partage 2 électrons, et si le carbone partage 2 électrons, chose intéressante, regardez, avec les 2 électrons du carbone, si on regarde cela, nous avons ici sur le dernier numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si on a 2 électrons du carbone, c'est fantastique. Le carbone va dire la même chose. Je dis, moi, je suis prêt à partager 2 électrons avec l'autre ici, avec l'autre oxygène. Ça veut dire que si on regarde, on se retrouve ici sur le dernier niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. L'oxygène serait content. Mais en échange du partage de 2 électrons, cet oxygène va aussi partager 2 électrons et cet oxygène va aussi partager 2 électrons. Donc, si je complète la boucle comme ceci, ce carbone ici, à cause du partage, a maintenant, si on enlève ceci, 1, 2, 3, 4 électrons, 5, 6, 7, 8 électrons. Oh, ça, c'est intéressant, parce qu'on se retrouve ici avec 3 atomes qui vont partager les électrons. Maintenant, les électrons ne sont pas associés seulement dans le centre parce qu'ils vont à la vitesse de la lumière. Ça veut dire que l'aussitôt qu'un électron, si on prend celui-ci, qui est partagé avec celui-ci, va retourner avec cela, mais aussi partager avec cet oxygène. Ça veut dire qu'on se retrouve avec ici une molécule où on partage les électrons. Alors, si on regarde ici, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, ces 3 atomes sont très contents l'un et l'autre et ce sera une molécule qui sera stable. Ces types de molécules, on les appelle des composés moléculaires. Donc, des composés moléculaires. Très bien. Le type de liaison que ceux-ci ont, ce sont des liaisons covalentes. Une liaison covalente, ça veut dire qu'il y a un partage d'électrons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que si on a ici des molécules où les électrons sont bien contenus à l'intérieur de ceux-ci, ce sont des molécules qui sont très stables ou assez stables. Donc, souvent, on a des gaz, comme le dioxyde de carbone qui se retrouve dans l'atmosphère, va rester dans l'atmosphère un certain temps. Si on prend les combustibles fossiles, ceux-ci ont tendance à être constants et stables. Pensez au pétrole, par exemple. Si on prend le vinaigre comme ceci, le vinaigre est dans une bouteille de plastique. Le plastique est une molécule qui est très stable parce que les molécules de plastique se partagent entre la molécule, les électrons. C'est pour ça qu'un plastique est difficile
avoir une, comment je pourrais dire ça, une biodégradation possible. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on a des composés moléculaires, ceux-ci sont souvent difficiles à intégrer ou à changer dans l'atmosphère. On parle beaucoup des changements climatiques parce qu'il y a beaucoup de CO2 dans l'atmosphère ou on met du méthane dans l'atmosphère. Ce sont des gaz qui sont stables dans l'atmosphère qui causent ou qui font partie de ce réchauffement climatique. C'est pour ça qu'il faut faire attention de la façon qu'on produit ceux-ci ou qu'on pollue avec le méthane. Voilà. C'est ça, c'est ça. Si on a le plastique comme ceci et que celui-ci se retrouve dans l'environnement, pensez par exemple aux îlots de plastique dans les océans. Le plastique se retrouve dans les mers, les océans et se désintègre très, très, très lentement. La raison, c'est que leur composition chimique à l'intérieur des molécules sont assez stables. C'est pour ça que c'est difficile de les désintégrer dans l'environnement, que ce soit des potoirs ou dans les océans. Donc, j'espère que ceci a été une revue qui était intéressante pour vous. Si vous avez des questions de clarification ici, mettez-les dans la section clavardage. Donc, aujourd'hui, c'était une vidéo de revue sur la chimie. J'espère que vous avez apprécié. Sur ça, passez une excellente journée. Au revoir.